Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans un cadre assez original, nous sommes en Alberta. Comme vous le savez, je suis franco-canadien et j'ai décidé de prendre un petit peu de recul, de me mettre en territoire neutre pour évoquer le sujet du jour, le SCAF. Alors le SCAF, qu'est-ce que c'est? C'est un système de systèmes et vous avez différentes parties. Vous avez le NGF, le Next Generation Fighter, le remplaçant du Rafale et de l'Eurofighter 2000. Vous avez également des drones, vous avez également un cloud de combat, bref, une multitude de systèmes. Comme vous le savez, la semaine dernière, la France, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a annoncé qu'un accord avait été trouvé pour débuter les études sur le NGF. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit point sur le SCAF, mais surtout, est-ce que le NGF va impacter la souveraineté française dans le futur et quelle efficacité attendre sur le champ de bataille de ce genre de matériel. Et aujourd'hui, notre partenaire, vous allez l'adorer. Que vous vous prépariez à une carrière de pilote, que vous ayez envie de voyager ou tout simplement de mieux comprendre le monde ou de regarder des films en VO, Cambly vous propose des cours en ligne avec des tuteurs disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a déjà plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde et ce qui est absolument génial, c'est que vous pouvez choisir votre tuteur, fonction de son accent ou fonction de son domaine de spécialité. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Gordon qui est actuellement dans le sud de l'Angleterre, qui est un ancien pilote et officier de la Royal Air Force. Il faisait de l'hélicoptère, il a pas mal d'histoires très intéressantes à raconter. Absolutely. And just about your past, I see a helicopter in the back. You should see my helmet. I was, until about 3 years ago, a military aviator. And I've flown in many countries and commanded military units in many countries. Alors vous pouvez oublier les cours d'anglais en mode My Tailor is rich. My Tailor is rich. La mission de Cambly, qu'est-ce que c'est? C'est vous amener à surmonter votre peur de parler anglais, vous amener à être plus à l'aise avec cette langue, en vous permettant d'échanger avec un tuteur sur une leçon, sur le cours de votre choix. So, I think Cambly is good if you were doing briefs or interviews or professional papers. And in the past I have assisted people on Cambly for those more professional parts of their life where they need perhaps a slightly different level of professional English. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai échangé avec Gordon depuis mon bureau, depuis mon studio. C'était très intéressant et le point vraiment sur lequel j'insiste, c'est cette capacité à choisir votre tuteur fonction de son CV, fonction de son accent. Le plus simple, moi je vous encourage, c'est à suivre le lien qui est juste en dessous. Pourquoi? Parce que ça vous offre 15 minutes gratuits avec un tuteur. Comme ça vous pouvez tester et vous faites votre propre opinion. Même si, personnellement, croyez-moi, c'est très efficace pour progresser en anglais. Le lien vous donne également 50% de réduction sur le forfait 12 mois. Alors, si vous voulez profiter de Gordon, n'hésitez pas. Il y en a d'autres également. Et Laurence, la voix de la communauté, elle est déjà cliente. Allez, jingle. Alors, le SCAF, quels étaient les problèmes, quels étaient les blocages? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, ce programme, c'est une volonté du politique, une volonté de la politique française et allemande de créer un petit peu cette fameuse Europe de la défense, d'avoir tout le monde qui fonctionne ensemble. La problématique, c'est quoi? C'est la propriété intellectuelle. La France est reconnue comme l'expert mondial des commandes de vol. Et croyez-moi, pour avoir fait du Super Étendard et du Rafale, les commandes de vol françaises, c'est vraiment le top du top. Donc Dassault Aviation a des propriétés intellectuelles, a des brevets autour et des compétences grâce à son personnel, autour des commandes de vol, autour de la furtivité. Et si vous commencez à vouloir travailler avec d'autres nations, il va sûrement falloir partager ces propriété intellectuelle, ses compétences. Et c'est pour ça que pendant plus d'1 an, ce programme n'avançait pas. Donc concrètement, le SCAF, 2017, Macron, Merkel se mettent d'accord pour le lancement du programme. Derrière, il y a une réalité financière. Créer un avion de 6e génération, et je vous rappelle que le Rafale c'est considéré 4.5, ça va coûter au bas mot près de 100 milliards d'euros. Il y a donc décision en 2019 d'accepter les Espagnols qui vont venir aider à hauteur d'1 tiers à l'intérieur de ce programme. Mais il y a un petit souci.
Le souci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'au début, vous étiez sur 50% Airbus Allemagne, Airbus Militari, qui fabrique le Typhoon, et 50% Dassault Aviation, qui a fabriqué le Rafale. En faisant rentrer des Espagnols, eh bien maintenant c'est un tiers, un tiers, un tiers, et vous avez 2 fois Airbus Militari, 2 fois les fabricants de l'Eurofighter, une seule part, un seul tiers pour le fabricant du Rafale de Dassault. Et à partir de là, vous comprenez pourquoi il y a eu tant de retard, tant de discussions, car il fallait se mettre d'accord sur différents points, celui de la propriété intellectuelle, mais également celui de l'export. Pourquoi celui de l'export? Traditionnellement, la France livre du matériel à de nombreux pays, pas forcément alignés ou qui sont en train de créer leur propre alignement. Vous avez l'Égypte, vous avez les Émirats, vous avez également l'Inde, et ce n'est pas du tout dans la tradition allemande d'être un grand fournisseur de matériel à l'export international. Éric Trappier, dans son interview au Figaro, et je vous rappelle que le Figaro appartient au groupe Dassault, a récemment renforcé le fait que, apparemment, un accord a été trouvé pour que le NGF puisse être exporté, dégradé ou pas, nous le saurons dans le futur, à des clients traditionnellement de Dassault. Et comme ça, Dassault pourra continuer à accompagner vers la 6e génération ses clients traditionnels. Alors pour la petite histoire, l'annonce de cet accord a été faite le 2 décembre dernier, et c'est 10 ans, jour pour jour, après le premier vol du Neuron. Neuron qui, sous le leadership, on peut le dire, de Dassault, a réuni 6 pays et a permis de faire voler ce démonstrateur de drones de combat furtif. Ça montre bien que Dassault a la capacité à être l'architecte, à être le leader autour d'un programme multinational, et c'est le rôle qui va lui être donné à l'intérieur du NGF. Dassault va pouvoir être l'architecte principal de cet avion de 6e génération, garder sa propriété intellectuelle sur ses domaines d'expertise, et les domaines qui seront travaillés de manière collective, eh bien là, le savoir-faire sera partagé. Et c'est pour ça que des équipes espagnoles et allemandes sont maintenant attendues à Saint-Cloud, à Paris, le siège de Dassault Aviation. Donc, prochaine étape, c'est la phase 1B, la définition de l'architecture. Après, derrière, la phase 2 qui devrait être signée dans 2 ou 3 ans, où là, il y aura la commande, la construction et l'essai d'un démonstrateur qui initialement était prévu vers 2027, qui maintenant est plutôt annoncé aux alentours des 2029. Cela va quand même assez vite, vu la taille de ces programmes. Alors, la 6e génération, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change concrètement? Là, on l'a bien vu, il s'agit vraiment d'un travail sur le NGF, car c'est plutôt sous un leadership allemand qu'il y aura les drones et le cloud, ou leadership espagnol. Et donc, si c'est sous leur leadership ou leur domaine d'expertise, la propriété intellectuelle risque de leur rester. Donc très concrètement, un système comme le SCAF, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire sur le champ de bataille? La grande différence avec le Rafale ou avec les avions de génération précédente, c'est ce côté cloud, ce côté ultra connecté. Vous êtes en vol, vous recevez des informations qui vous proviennent d'un autre avion, d'une autre plateforme, et cela vous permet de mettre en œuvre votre armement, de partager une fusion de données qui était vraiment quelque chose de nouveau sur le Rafale, qui était très efficace pour les combattants, mais là à un nouveau niveau sûrement augmenté par l'intelligence artificielle. Vous avez donc des pilotes, des décisionnaires qui auront une énorme conscience de la situation et qui pourront impacter les événements du champ de bataille de manière beaucoup plus précise. Alors maintenant, vous allez me dire c'est merveilleux, c'est la guerre du futur. Néanmoins, pourquoi je vous dis néanmoins? Le NGF reste un avion. Vous pouvez mettre 100 milliards, 200 milliards, 500 milliards, 100 trilliards si vous voulez dans le programme. Un avion a des talons d'Achille. Les talons d'Achille, par exemple, ce sont les collisions aviaires. Ça peut être la météo, ça peut être des essaims de drones sur votre piste. Le NGF, s'il y a 550 drones qui viennent tourner autour de la piste, ne pourra pas décoller. Le NGF, si au décollage il tape 15 voies canadiennes, il peut avoir des problématiques. Donc la dichotomie, c'est pas faux, c'est que ce genre de programme est absolument nécessaire à l'heure actuelle. Les Américains sortent de la 6e génération, les Chinois travaillent sur la 6e génération, les Indiens, vous avez même les Turcs qui travaillent sur la 5e, mais qui sera quand même assez proche. Donc si vous ne travaillez pas sur la 6e génération, vous êtes déjà en retard. Donc vous devez travailler dessus, mais vous devez également garder une résilience, une profondeur dans vos forces armées, parce que est-ce que vous pensez vraiment que nous aurons 500 NGF dans le futur? Moi personnellement, j'y crois pas trop. Avec un format d'armée qui va se réduire, avec un format d'armée qui va se transformer, eh bien il faudra
garder cette capacité à tenir et durer, parce que nous on voit bien sur les théâtres d'opération actuellement dans l'Est de l'Europe qu'il faut avoir une rusticité qui vous permette de mettre votre avion en œuvre depuis des pistes sommaires et même avec des problèmes de courant par exemple. Donc vous l'aurez bien compris, mon avis personnel sur la question, c'est qu'avec des programmes plus chers qui sont forcés par la concurrence, par cette course vers l'armement, vers cette course technologique exponentielle, vers toujours plus de capacités, il ne faut pas perdre de vue que ça coûte de plus en plus cher, que ça va donc vous forcer à travailler en groupe et à perdre d'une certaine manière votre capacité, votre souveraineté individuelle. Les Turcs à l'heure actuelle travaillent sur leur nouvel avion de combat tout seuls. Alors oui, ils ont eu des soucis avec les Américains, ils n'ont pas trop eu le choix, mais ils sont en train d'investir tout seuls sur leur nouvelle génération. La France, pour des raisons politiques, se retrouve à devoir travailler avec les Allemands. À l'heure actuelle, Dassault a complètement la capacité à créer toute seule un avion de combat. Ils vont travailler avec d'autres pays. Résultat, si on a seulement ce programme-là, dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, que restera-t-il comme capacité souveraine, purement étatique, à la France pour créer peut-être un avion de 7e génération? Il y a de grandes chances que certaines parties, comme le cloud, comme voilà, certains drones, soient de la propriété intellectuelle maintenant des Espagnols ou des Allemands et que nous ayons du retard. Donc toute la difficulté va être de réussir à surfer sur cette vague de coopération internationale pour réussir quand même à ne pas prendre de retard dans certaines zones. Et c'est là, je pense, que ça va rendre le fait de travailler dans ces programmes absolument passionnant. Je vous ai déjà parlé sur la chaîne du fameux effet falaise. L'effet falaise, qu'est-ce que c'est? Vous avez un certain niveau d'efficience, un certain niveau de performance, tout va très bien. Et tout d'un coup, vous perdez l'informatique embarquée, vous perdez un écran et votre efficience s'effondre. Concept intellectualisé par mes anciens sur Rafale Marine, qui est très vrai sur Rafale, qui sera encore plus vrai sur les avions de 6e génération. Attention, parce que cet effet falaise sera encore plus présent avec le système SCAF, avec ce système de système. Sur le champ de bataille, vous aurez une efficacité qui est extrêmement haute, une capacité à être très performant, à pénétrer en territoire ennemi sans être détecté. Mais derrière, si vous perdez vos NGF, si vous perdez vos systèmes SCAF, si même vous perdez le personnel formé pour le mettre en œuvre, votre efficacité opérationnelle s'effondre. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? À l'heure où il faut gagner la guerre avant la guerre, où l'armée n'a jamais autant publié sur les réseaux sociaux, où elle montre régulièrement le visage de ses pilotes d'active, est-ce que vous pensez que dans un monde où maintenant il y a énormément d'osintes, n'est pas créer également un talon d'Achille qui est celui de rendre vulnérable cette future génération d'avions de combat par les pilotes, les mécaniciens, les ingénieurs, les prépas de mission qui les mettent en œuvre. Si vous avez qu'une trentaine de NGF, vous n'allez pas avoir 200 pilotes de combat prêts à les opérer. Si un jour vous devez vous battre contre une force armée, est-ce que cette dernière n'a pas fait un listing des familles et des pilotes qui doivent les mettre en œuvre et peut essayer de gagner la guerre avant la guerre en privant votre armement extrêmement efficace, extrêmement performant de ce qui le met en œuvre, le facteur humain. Je vous laisse réfléchir là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Oui pour ce développement technologique, attention pour les talons d'Achille que ça peut créer. Un avion reste un avion, attention aux oiseaux. Un système embarqué reste un système embarqué, que le pilote soit dedans ou au sol, cela reste la personne formée à le mettre en œuvre. Et plus ce système est complexe, plus la formation est longue et chère, et moins on a de personnel, plus il devient précieux, plus il faut savoir le protéger, le défendre pour l'efficacité de la mission, la défense du pays. À très bientôt, on va se réchauffer un petit peu parce qu'il fait quand même pas très chaud, et je vous laisse avec la capsule de Laurence qui va vous faire découvrir ce magnifique lac. Allez, fly safe! Nous voici plongés dans les Rockies ou les Rocheuses canadiennes qui s'étendent sur près de 5000 km dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Elles s'étalent sur 6 États américains et 2 provinces canadiennes, dont l'Alberta. À l'époque des premiers explorateurs, elles étaient perçues comme un ennemi insurmontable. Oui, le F-35 n'existait pas encore. Aujourd'hui, elle est devenue le principal pôle touristique de la province d'Alberta grâce à l'aviation. Mais c'est grâce au chemin de fer que ces sublimes paysages ont été démocratisés. En 1881, début de la construction du chemin de fer transcontinental au Canada, dont l'état final recherché est de relier les 2 extrémités du pays. 4 ans plus tard, en 1885, le premier train circule de l'Est à l'Ouest. Oui, en 4 ans, de quoi mettre la pression aux travaux du Grand Paris. Un exploit malheureusement terni par des conditions de travail abominables et de nombreux morts. Aujourd'hui, c'était essentiellement un transport de fret,
mais pendant des décennies, c'était le seul moyen de voyager en sécurité sur de longues distances. Pour attirer les voyageurs sur ce trajet, il fallait des attractions touristiques. Situé à quelques kilomètres seulement de la gare de la communauté la plus haute du Canada, 1600 mètres, le château Lake Louise fut créé. Il est situé dans le tout premier parc national canadien, créé comme par hasard en 1885. Là, nous voici sur le lac Louise, 2,4 km de long sur 1,2 km de large, gelé en ce 3 décembre par moins 20 degrés. Derrière moi, au fond, se trouvent les fameux glaciers qui donnent la poussière de roche qui permet ces eaux cristallines. Là, nous sommes plutôt sur du blanc et de la neige, mais surtout dans un silence absolu. Place aux eaux cristallines. Fidèles au format débrief, nous allons vous livrer nos 2 cents. Si vous ajoutez le lac Louise sur votre bucket list, n'oubliez surtout pas de passer par le lac Minnewanka, la révélation de notre passage dans les Rockies, et pas pour le chocolat.